Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour ce débriefing du Grand Prix de Turquie de Formule 1. Ça y est, hein, la piste d'Istanbul qui a accueilli un nouveau Grand Prix sous la pluie, en tout cas sur le mouillé. C'est ce qu'on peut dire avec cette victoire de Valtteri Bottas devant Max Verstappen et Sergio Pérez qui complète donc ce podium. Ma foi, un Grand Prix qui est un petit peu moins fou que celui de l'an dernier. Ce qui est très sympathique, incroyable, ça sans vite de la part de Bryce Developer. Vous allez vraiment vous faire passer pour une andouille sur YouTube, hein, c'est fantastique cette affaire. Mais du coup, voilà, c'était un Grand Prix qui était certes moins intéressant, on va dire, du point de vue du spectacle, mais qui au moins a eu un intérêt assez stratégique, qui était assez chouette. Donc vraiment, voilà, il fallait suivre tout cela. Du coup, Valtteri Bottas, qui s'impose enfin. Ça faisait vraiment un bail qu'il n'avait plus remporté de Grand Prix de Formule 1. On rappelle qu'il s'est imposé évidemment à Monza pour la qualification sprint, mais ça n'est pas une victoire en Grand Prix, pas une victoire en course, c'est simplement une pole position qu'il avait réalisé ce jour-là, Valtteri Bottas. Ça s'est mieux passé pour lui aujourd'hui. Il a dominé en fait. C'est quand même assez rare pour être signalé. Alors, il a été dominé par Hamilton sur le reste du week-end en conditions sèches. Lewis Hamilton qui a fait meilleur temps des essais libres et des 3 séances de qualification ce samedi. Mais il y avait cette pénalité de 10 places sur la grille de départ, on le savait. Donc Bottas a fait totalement le travail, le job. Il s'est qualifié deuxième avec cette Mercedes qui avait un petit peu plus de rythme que la Red Bull tout le week-end. Je pense qu'on peut largement le dire. Mais ces conditions humides, qui auraient pu venir un petit peu redistribuer les cartes. J'avoue que Bottas, je le sentais bien quand même pour pouvoir garder Verstappen derrière lui s'il faisait sec, parce que justement, la Mercedes est un peu plus rapide. Comme je viens de vous le dire, effectivement, pour moi, ça passait. Maintenant, vous rajoutez des conditions humides. On rappelle que l'an dernier, il a quand même fait 6 têtes à queue, Valtteri Bottas, pendant ce Grand Prix de Turquie, donc il n'aurait forcément pas été à l'aise dans des conditions, on aurait pu penser en tout cas qu'il ne serait pas à l'aise, même si la piste a été, j'allais dire resurfacée, mais plutôt décapée un petit peu, comme on l'avait expliqué dans le Grand Prix la semaine dernière. Donc au moins, il y avait un peu plus de grip, et ça s'est vu dès le début du week-end. Et puis Bottas a réalisé une course parfaite. Il a au moins fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que ça change un petit peu de ce qu'il nous a proposé ces derniers temps, où on le savait, c'était toujours très compliqué pour lui. Et on a été très critique envers Bottas, qui a réalisé, on va dire, cette saison quand même un très bon week-end, c'était Monza, mais sinon, à part ça, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et là, au moins, il a remis les pendules à l'heure. Il s'impose une nouvelle fois, ce qui lui permet de gagner encore un Grand Prix de Formule 1. Il se doute quand même que l'an prochain, ça va être plus compliqué, je pense, d'aller remporter des Grands Prix, parce que chez nos amis d'Alfa Romeo, certes, il aura un contrat pluriannuel, mais je pense pas qu'il aura la même voiture que ce qu'il a actuellement chez Mercedes pour pouvoir jouer la gagne devant. Donc au moins, il profite d'une opportunité de plus pour remporter un Grand Prix. Le pilote finlandais qui n'a pas fait d'erreur aujourd'hui. Il n'avait pas un rythme étincelant non plus, hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs moments, mais il avait ce qu'il fallait en fait pour garder Verstappen et toute la meute derrière. Donc très bien joué de la part de Valtteri Bottas, qui n'a pas été véritablement inquiété et surtout n'a pas eu peur de quoi que ce soit. Il ne s'est pas pressé, il est allé tranquillement. Il a fait son arrêt un tour après Max Verstappen, un peu après la mi-course, et puis ça s'est très bien passé pour Bottas qui s'impose donc après ses 58 tours. Max Verstappen termine donc deuxième, c'est très important pour le pilote néerlandais parce que la Red Bull n'était, je ne vais pas dire pas dans le coup, parce qu'elle était évidemment largement la deuxième force du plateau, mais il manquait un tout petit quelque chose, donc il fallait aujourd'hui profiter de la pénalité de Lewis Hamilton et perdre le moins de points possible pour Max Verstappen et pour Red Bull aussi. Verstappen gagne des points sur Hamilton dans la perspective du championnat pilote. Il reprend d'ailleurs la tête du championnat du monde des pilotes. Max Verstappen, c'est formidable parce que les deux pilotes s'échangent les commandes de ce championnat au fur et à mesure, c'est très très chouette. Red Bull, pointe toujours à un peu plus de 30 points de retard sur Mercedes, mais au moins, on a largement limité les dégâts, puisqu'on a marqué 33 points du côté de Red Bull aujourd'hui, et 36 pour Mercedes. Donc on ne perd que 3 points, alors que la Mercedes était meilleure, donc c'est une très bonne opération sur le plan comptable pour les deux parties. Alors Verstappen, c'est quand même un petit peu compliqué, fin du premier relais, début du deuxième, c'était assez difficile pour lui, mais il l'a dit après la course, c'était quand même des conditions très particulières, c'était facile pour tout le monde de faire une erreur, on n'en a pas vu tant que ça quand même, donc il faut saluer les pilotes qui ont été très bons durant ce Grand Prix de Turquie, mais voilà, il faut toujours, dans ces conditions mixtes, on parle souvent de Max Verstappen en disant, c'est un génie sous la pluie, il peut réaliser de grandes performances, oui, il le peut, mais ça reste quand même un pilote et un être humain, et donc il peut aussi se faire piéger. Donc il a parfaitement maîtrisé ça.
C'est vrai que bon, il n'a pas non plus mis un gros écart avec Charles Leclerc en début de course, mais au moins il a fait ce qu'il fallait, Max Verstappen, et eh bien il termine à une jolie deuxième place qui lui permet de reprendre maintenant la position de leader du championnat du monde, ce qui est encore une fois extrêmement important bien sûr pour lui et pour l'équipe. On voit ce qu'il nous dit, c'était un peu la sieste cet après-midi malgré la piste mouillée. Oui, mais bon, c'était quand même intéressant, on va dire, sur le plan stratégique. Mais au moins, ouais, c'est sûr qu'on a eu des courses humides et qui étaient beaucoup plus disputées, beaucoup plus spectaculaires, on va le dire, d'un point de vue global. Sergio Perez termine 3e. Alors là, bah, lui, encore une fois, il se retrouve dans de très très bonnes dispositions. Sergio Perez en course, alors que les qualifs étaient Voilà, encore une fois, il n'était pas... il n'était pas dans son sujet, tout simplement. On est vraiment... Alors, c'est encore une fois très étrange, parce que Perez, il bat Verstappen dès sa deuxième qualif à Imola. Donc, c'est pour ça que c'est très particulier, en fait. La situation de Sergio Perez, c'est que voilà, maintenant, il n'y arrive plus, il ne met plus un pied devant l'autre, on va dire, en qualif. Mais au moins, la bonne chose, c'est qu'en course, il y a toujours ce côté un petit peu assurance tout risque de Red Bull, et il a encore très bien remonté, Sergio Perez. Il a très très bien défendu sa position face à Lewis Hamilton, ça évidemment on va en parler un petit peu, mais Hamilton qui était quand même sur une autre planète pendant tout le début de course par rapport aux autres pilotes qui le remontaient, et puis Perez, il s'est pas fait du tout, il s'est pas laissé faire du tout, et ça lui a permis finalement de terminer 3ème, d'en mettre un petit peu aussi de doute chez Hamilton, donc très bien joué de la part du pilote mexicain qui voilà, prouve que une fois qu'il faut gérer un petit peu les gommes et que c'est du rythme de course, ça marche très très bien. Pour lui avec sa Red Bull blanche, puisqu'il faut le dire, elles étaient blanches et rouges ce week-end bien sûr les Red Bull pour rendre hommage à Honda, ça devait être le week-end du Grand Prix du Japon. Alors, dans la bataille Perez-Hamilton, évidemment, c'est un petit peu le souci d'un côté de la Formule 1, du sport automobile, même en général moderne, c'est que bien sûr, il faut aussi parler du fait qu'il ne respecte pas les règles, techniquement, Sergio Perez, puisque dans les derniers virages, donc ça se bat côte à côte, et entre l'avant-dernier virage et le dernier, en fait, Perez coupe par la voie des stands, il contourne le petit poteau qui est mis à l'entrée pour délimiter justement l'entrée des stands de la piste et permettre au directeur de course de mettre une règle très claire qui dit si vous voulez rentrer au stand, vous vous mettez à gauche de ce poteau-là à cet endroit-là. Comme ça, au moins, c'est très facile. La règle disant également, si vous ne rentrez pas au stand, par contre, il n'y a absolument aucun intérêt pour vous d'être à gauche de ce poteau-là et de couper ensuite par la partie peinte. Donc, attention, ne faites pas des conneries. Maintenant, Perez, il a très nettement été poussé par Hamilton à cet endroit-là, donc il n'y a aucun problème, et il n'y a pas eu de pénalité, et c'est tout à fait logique. Il a été poussé, alors bien sûr, à modérer évidemment en termes de propos. Quand on dit il a été poussé, Hamilton ne met pas de coup de roue. Hamilton n'est pas en train de le dégager littéralement hors de la piste. Simplement, Hamilton élargit au maximum. Et à un moment donné, Perez, il est dans cette situation où en 1/10 de seconde, il doit choisir s'il percute Hamilton qui est à sa droite parce qu'il ne lui laisse pas de place, s'il coupe à gauche pour éviter le poteau, ou s'il se prend le poteau, tout simplement. Et je pense qu'évidemment, à ce moment-là, il prend la très très bonne décision. On voit, c'est très rapide. Encore une fois, on voit que la bagarre a été très 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 jolie véritablement entre les deux, et ça a été le cas de beaucoup de batailles d'ailleurs qu'on a vu pendant cette course. Vraiment on parle parfois des standards de pilotage en Formule 1 et dans d'autres sports en disant que c'est pas non plus terrible, et il y a eu des moments où ça n'a pas été terrible cette saison. Là aujourd'hui, les pilotes se sont extraordinairement bien comportés, j'ai trouvé. Il n'y a pas eu beaucoup de contacts, pas beaucoup d'incidents. Ils impliquent tous quasiment de toute façon la casquette de la mauvaise foi, mais franchement, c'était très joli ce qui s'est passé de la part de tous les pilotes et ce qui a été effectué. Donc vraiment bien joué. Oui, Perez repasse Hamilton de toute façon, donc il n'y a pas d'investigation, mais l'investigation a pu être en fait simplement techniquement jouée, que se dire voilà, il a coupé l'entrée des stands, c'est illégal, qu'est-ce qu'on en fait? Mais finalement, il n'y a pas eu besoin et c'est bien normal. Charles Leclerc qui termine 4ème, ça c'est un petit peu la désillusion. Leclerc qui a failli quand même tenter un petit coup en ne s'arrêtant pas au stand. Bon, c'est bien de la part de Ferrari d'avoir tenté ça parce qu'il fallait de toute façon essayer quelque chose, et à partir du moment où on peut essayer de gagner, c'est pas bête du tout. Je suis quand même assez content pour eux parce qu'ils avaient un rythme qui était pas mauvais du tout en début d'épreuve. Leclerc qui est resté dans les 5 secondes derrière Bottas, donc c'était pas non plus... il n'était pas largué, on aurait pu croire ça, surtout que la Ferrari de Leclerc avait quand même assez peu d'appui aérodynamique, on avait plutôt parié sur une piste sèche pour la course, donc finalement les conditions n'étaient pas folles pour lui. Maintenant, moi j'ai un petit souci, comme beaucoup de monde évidemment, avec le mur à descente de Ferrari. En fait, quand Charles Leclerc pose la question... Leclerc en plus fait l'effort de faire une question quand même qui est très construite alors qu'il est en train de piloter, d'essayer d'éviter parce qu'il faisait quelques erreurs, donc il essayait quand même de garder sa voiture en piste. On sentait qu'elle n'était pas aussi stable que la Mercedes ou que la Red Bull, et donc il demande à son muret des stands, si je garde ce rythme, donc dans 1:35 environ, à quelle position je termine?
Parce que globalement, la question à ce moment-là, lui, il voit que derrière ça revient, on tient informé des écarts à la radio, il sait que les autres se sont arrêtés pour remettre des intermédiaires, il sait que lui ne veut pas s'arrêter et prend le risque de finir avec les mêmes pneus. La question, globalement, si vous voulez la poser de manière un peu plus rapide, c'était simplement, bon les gars, j'arriverai pas à les tenir, je pourrais absolument rien faire contre ces pilotes-là, je finis où? C'est globalement ça la question. C'est de toute façon, tout le monde va me doubler, mais combien de personnes pourront me doubler avant l'arrivée de ce Grand Prix si je reste jusqu'au bout? Et là, l'ingénieur lui répond évidemment tout à fait comme d'habitude. Oui, écoute, si tu continues comme ça, si tu gardes Bottas derrière toi, vainqueur. Mais c'est pas la question. Je veux dire, Charles Leclerc, il est pas con quand même. C'est un très bon pilote et c'est quelqu'un qui est doté d'un intellect quand même assez développé. Merci beaucoup, Bryce Développeur. Je termine ma phrase et on fait les petites minutes. Mais le mec a quand même un intellect suffisant pour savoir que s'il est en tête du Grand Prix et qu'il garde toutes les autres voitures derrière lui, il gagne le Grand Prix. C'est le concept d'une course automobile. Vous voyez, c'est un peu donc pour ça que, voilà, encore une fois, chez Ferrari, ils n'ont pas été, si je peux me permettre, ils n'ont pas été extraordinairement malins du côté de chez Ferrari. Oui, écoutez, alors, pour ceux qui comprendraient, évidemment, c'est marqué en bas à droite, nous avons eu les 1000 bits, c'est merveilleux, merci beaucoup, Bryce Développeur. Il faut donc le faire en Nelson Montfort, en saluant la 5e place de Lewis, Jambon, Milton, Lewis, Hamilton, évidemment. Superbe 5e place de Lewis Hamilton. Il faut dire quand même que Lewis a eu une pénalité de 10 secondes si vous ne voulez pas y voir un quelconque inconvénient. C'est très gênant, mais ça passe. Lewis, écoutez, il nous a vendu du rêve. Même si il a été... On s'y croit. Je vais mettre des perruques pour les prochaines, on fera 10. J'ai dit combien de places, mon cher MMG? C'était bien 10 places pour Lewis Hamilton. J'ai dû peut-être me tromper quelque peu. Je m'en excuse. Bien évidemment. Formidable, la Gelby qui a marqué un but extraordinaire. Oui, parce qu'il y a du foot en ce moment, on fait ce qu'on peut. Non, Lewis, ce qui est bien, j'ai trouvé qu'il a piloté en champion. Parce que il n'a pas pris de risque. Il a fait les dépassements qu'il fallait faire au début. Lewis, et au moins, quand il s'est retrouvé derrière Tsunoda et que Tsunoda a très bien, gardé sa position, il n'a pas tenté un truc complètement con qui aurait pu finir en accrochage avec le pilote japonais. Donc ça, c'est très très bon. Il a, encore une fois, il a fait le pilotage très mûr du champion. Voilà. Ça, c'est pour la partie très positive. C'est la première moitié de course. On est content. Maintenant, pour la deuxième moitié de l'épreuve, il faut prendre la voie, si je peux me permettre, de Nelson Montfort, parce qu'il nous a encore fait n'importe quoi. Lewis, à la radio, ça devient un petit peu énervant. Si vous voulez, pour être tout à fait honnête, ça devient un petit peu gonflant de la part de Lewis, parce que voilà, il est plus... quand il n'est pas en phase avec l'équipe, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et là, il y avait pas mal de discussions au niveau de la stratégie à adopter. Alors, le truc, c'est que je peux comprendre Lewis, je peux comprendre Hamilton quand il se plaint à la fin qu'on le fasse rentrer, il repart avec des inters qui sont pas forcément en super état parce qu'ils ont changé tout ça. Je comprends. Maintenant, il a pour moi pas le droit de se plaindre, sachant qu'au départ, c'est son équipe qui prend la bonne décision en lui disant de s'arrêter au stand avec à peu près tout le monde, et lui, il décide de rester en piste. Et là, on voit que c'était pas la bonne stratégie du tout pour Hamilton. Donc, oui, c'est pas forcément malin de l'avoir fait rentrer à la fin, même si Leclerc le fait, arrive peut-être à un peu mieux gérer les gommes. Maintenant, faut pas oublier aussi que Hamilton se plante au début, si vous voulez. Donc franchement, je trouve qu'ils auraient dû couvrir. Enfin, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu couvrir Verstappen en faisant les arrêts en même temps à peu près que tout le monde. Hamilton, lui, s'est vu peut-être un peu... Enfin, j'ai du mal même à dire qu'il s'est vu trop beau ou quoi. Enfin, je pense qu'il a vraiment essayé de jouer sur le côté. Ils ont changé l'intermédiaire, ils vont avoir du mal à les remettre en température, et les intermédiaires usés fonctionneront mieux. Ça m'a rappelé un peu, si vous voulez, un peu le Grand Prix de l'an dernier, mais aussi le Grand Prix notamment de Chine en 2006, quand Schumacher s'impose. C'était un peu le même cas au début, on ne changeait pas les intermédiaires, on les laissait, parce qu'un intermédiaire usé était un peu mieux qu'un intermédiaire neuf. Donc je pense qu'il a peut-être joué là-dessus, mais il était déjà derrière de toute façon Verstappen et Bottas, donc il fallait couvrir. Il aurait peut-être pu remonter jusqu'au 3e rang, ce cher Lewis Hamilton, mais bon, malheureusement c'est bien mal joué. Mais bon, voilà, il finit 5e.
Ça limite relativement la casse, ça fait quand même 10 points. Maintenant, il perd 8 points sur Verstappen au championnat. Verstappen en avait moins perdu quand Hamilton avait remporté le Grand Prix de Russie et que Verstappen était parti du fond de la grille. Donc le changement de moteur, il y a eu un changement de moteur de chaque côté. Ça a été l'avantage plutôt de Max Verstappen. Maintenant, il reste encore suffisamment de Grand Prix pour inverser de nouveau la tendance. Il n'y a pas de souci. Il y a même, je le dis, la meilleure stratégie était clairement celle de Bottas, vraiment, au début. Enfin voilà, Bottas qui s'est arrêté au 37e tour, c'était effectivement la très bonne stratégie et on a très bien géré de ce côté-là chez Mercedes. Alors, il y a eu l'interview de Toto Wolff après au micro de Canal+. Ah, évidemment, Laurent Dupin, qui est un ami, excellent, évidemment, il aurait peut-être pu lui poser des questions en anglais. Peut-être que Toto Wolff serait parti, comme je le fais avec des athlètes parfois. Mais Wolff en fait, donc on lui a posé des questions sur Hamilton, on lui dit, voilà... on lui dit, bon, Hamilton, la stratégie. Et à la fin, il dit, non, mais en fait, Bottas a gagné, on parle pas de Bottas. Ah, je suis désolé, mais alors oui, j'ai rien contre Valtteri Bottas, mais là... on a vu une espèce de tension un petit peu dans l'équipe, qui est pas grave, c'est pas une tension gravissime ou quoi, mais on a vu quand même que Hamilton et l'équipe et la stratégie se sont vraiment rencontrés sur cette stratégie-là. Il faut en parler, il faut quand même voir s'il n'y a pas un souci plus grave, et je pense vraiment pas qu'il y en ait, mais c'est quand même le fait marquant de la course de Mercedes, et Bottas gagne, bravo à lui, mais c'est pas vraiment le sujet premier de l'interview. Oui, il faut le féliciter, mais bon, l'objectif de Laurent Dupin quand il est au micro de Canal+ à ce moment-là, c'est pas de dire à Toto Wolff super, bravo, Bottas a gagné. Non, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut savoir, c'est l'avis de Toto Wolff sur ce qui s'est passé avec Lewis Hamilton. 6ème place pour Pierre Gasly. Gasly, écoutez, voilà, il est parti 4ème. L'accrochage avec Fernando Alonso, malheureusement, au premier virage, mais c'est bien ici quand même pour Gasly qui a fait une belle course, encore une fois. Il arrive à terminer devant Lando Norris. C'est bête cet accrochage, c'est vraiment bête parce que on va pas se le cacher. Oui, il y a Pérez qui plonge à l'intérieur, mais il est pas autant en sandwich que ça. Gasly, on le voit vraiment avec la caméra embarquée. Pierre Gasly, c'est que comment dire. Non, j'ai pas pu. Les poupées vaudou ne se vendent pas le dimanche, Manu, c'est absolument terrible. Mais c'est-à-dire que quand vous voyez vraiment si vraiment il avait été surpris par Pérez, il y aurait eu un petit mouvement, un petit quelque chose sur le volant. Ici, non. T'es de A à Z. Il freine à l'endroit où il veut freiner, il tourne à l'endroit où il veut tourner, et puis il y a le contact, quoi. Donc, c'est pour moi, les 5 secondes sont méritées pour Pierre Gasly là-dessus. Sans la pénalité, oui, techniquement, il pouvait finir 5. Sans la pénalité, parce qu'il finit à 3 secondes de Hamilton. Après, aussi, il pourrait peut-être même viser la place de Leclerc, parce qu'il finit certes à 7 secondes, mais vous perdez 5 secondes, mais en gros, enfin... Quand vous êtes arrêté, vous, 5 secondes au stand, les pilotes en piste gagnent un peu plus. Donc, vraiment, voilà, il aurait peut-être pu jouer un peu mieux, mais c'était pas un mauvais Grand Prix du tout de la part de Pierre Gasly. Et il se retrouve quand même à une position qui est très bonne à l'arrivée de cette course. Il finit 6ème. Il n'y a pas de problème. Alors, il se met qui dit que c'est un fait de course. Alors, je suis assez d'accord, mais là, on parle quand même d'envoyer un pilote adverse pour t'attaquer au premier virage du Grand Prix. Pour moi, c'est le genre de choses où il faut quand même légiférer dans certaines circonstances. Quand des fois, ça arrive, des circuits où c'est assez étroit, où on arrive vraiment tout en paquet, tout ça, on peut avoir des contacts, voilà. Ici, il y avait quand même la place, il y avait certes des conditions qui n'étaient pas simples, mais bon, il y a la place, il a juste freiné un poil trop tard, il a pas assez tourné, ce sont des choses qui arrivent, mais je pense qu'il faut quand même légiférer, parce qu'Hamilton, ça lui ruine un petit peu sa course. À la suite, et comme le dit Jimmy, bon, alors ça, évidemment, les commissaires sportifs ne doivent pas légiférer là-dessus, mais effectivement, voilà, il y a une bataille entre AlphaTauri et Alpine, mais en soi... Pour moi, tu dois quand même le pénaliser à ce moment-là. Mais bon, très beau Grand Prix quand même de Pierre, et voilà, il finit 6ème, et c'est très chouette, surtout que malheureusement, Tsunoda était parti pour faire une belle course, et ça s'est mal passé, on en parlera tout à l'heure. Lando Norris 7ème, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, Grand Prix difficile pour les McLaren, très clairement. Voilà, elles n'avaient pas non plus le rythme qu'elles pouvaient avoir sur ces dernières courses. Ça doit pas être facile évidemment pour Norris de passer à quelques tours sa première victoire, puis là ici à se battre un peu plus en milieu de peloton, mais il termine 7ème, voilà, il est un petit peu dans son no man's land, il revient bien sur Gasly à la fin. Carlos Sainz 8ème, très très joli Grand Prix du pilote espagnol qui partait en fond de grille avec sa pénalité. Il était déjà dans les points au 16-17ème tour, donc vraiment superbe remontée de la part de Carlos Sainz, de très beaux dépassements, de très belles manœuvres. Je l'aime vraiment bien, le Carlos Sainz 2021, le Carlos Sainz de chez Ferrari, je l'aime beaucoup. C'est un pilote vraiment qui montre qu'il a beaucoup de talent. Et ça fait plaisir véritablement. Et il s'adapte très très bien à cette équipe. Il a remonté avec un rythme au début, mais c'était exceptionnel vraiment. Il était incroyablement rapide, Carlos Sainz. Il passait tout le monde très facilement, alors qu'on voyait par exemple Hamilton qui était bloqué un peu derrière Tsunoda, tout ce genre de choses.
Lui, ça s'est très très bien passé. Et encore une fois, bah voilà, Sainz qui continue de faire une belle saison chez Ferrari. Et moi, je suis très content pour lui. On avait vraiment peur pour Sainz. On se disait peut-être que voilà, il allait se faire manger par Leclerc. Bah, il n'en est rien. Il s'arrête. Il fait un mauvais arrêt en plus. 8 secondes une l'arrêt. Donc il y a un petit problème malheureusement pendant son arrêt chez Ferrari. Mais d'ailleurs, il fait le taf. Et en termes de rythme de course, il était exceptionnel. Donc bravo véritablement. Au pied de la numéro 55, Lance Stroll 9ème, bah voilà, Stroll au moins qui se qualifie en Q3, qui termine 9ème, bah voilà, il fait ce qu'il peut véritablement avec son Aston Martin, le poleman du Grand Prix de l'an dernier. C'est sûr qu'il n'y avait pas le même rythme dans la Racing Point de 2020 que dans la Aston Martin de 2021, malheureusement pour Stroll et Vettel. Mais voilà, il fait le boulot, on va dire, et donc va falloir voir bien ce que ça va donner. Il va falloir voir ce que ça va donner. MG qui nous dit ce changement d'équipe est excellent pour Sainz. Le problème, c'est que son contrat ne court que jusqu'en 2022 et il risque de perdre sa place face à Mick Schumacher en 2023. Non, moi j'estime pas. Parce que si en 2022 les deux font le boulot, Leclerc et Sainz, bah tu prolonges Sainz. Je sais que voilà, Schumacher, on aime à le voir, mais il y a aucun statut, on va dire, très officiel chez Ferrari qui dit que Schumacher va aller dans l'équipe mère à un moment donné. Hein. Schumacher, oui, il montre de très belles dispositions, il fait un beau week-end, mais voilà, hein, il est pas obligé d'aller chez Ferrari dans 2 ans. Hein. C'est pas du tout écrit. Donc si Sainz performe, Sainz restera. Je pense que la Scuderia a aucun intérêt évidemment de se séparer de Carlos Sainz s'il est excellent. Surtout que dans toutes les autres équipes, on commence à faire des contrats un peu plus longue durée, 2023-2024. Sainz non plus n'a pas intérêt à partir, donc pour moi les deux resteront en 2023 si Carlos Sainz fait une belle saison 2022 et continue sur la même lancée, parce que si je regarde, ils sont très proches au classement pilote. Hein. Sainz est même devant Leclerc de un demi-point certes, mais demander à Loda et Prost, ça peut parfois faire toute la différence. Donc il fait une très belle saison, même si évidemment Leclerc a un petit peu plus de difficultés et de malchance aussi sur certains moments. Ismaël, ne trouvez-vous pas que Mercedes a gagné en puissance? Oui, clairement. Non, le moteur Mercedes a l'air d'avoir été un peu plus développé. Après, voilà, ils ont le droit. Hein, et c'est bien, les deux équipes, que ce soit Mercedes ou que ce soit Red Bull, tentent de trouver des solutions pour battre l'autre et ça fait plaisir. Ça va nous donner une très belle fin de saison, très clairement. 10e place pour Esteban Ocon, bah voilà, au moins ça termine dans le top 10 sans aucun arrêt au stand, ça c'est complètement fou. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Alors évidemment, c'est arrivé en 2016 quand il y avait des arrêts, enfin des drapeaux rouges et qu'on changeait les pneus à ce moment-là, mais je veux dire, c'est évidemment différent ici, sur un Grand Prix qui n'a pas été interrompu une seule fois. Ça n'était plus arrivé depuis 97, je crois, avec Mika Salo. Je crois que c'était Manu qui avait mis sur Twitter. Mika Salo qui avait fait tout le Grand Prix avec sa Tyrrell à Monaco sous la pluie. Bah là, incroyable. Mais on a vu que les pneus étaient très compliqués à la fin. Est-ce que c'était vraiment nécessaire tout ça? Oui, après, il y a le point au bout. Est-ce qu'il l'aurait eu même en s'arrêtant? C'est peut-être aussi possible. Mais voilà, ils ont tenté quelque chose. Ils ont réussi à tout faire. Donc bravo à Esteban qui a dû aussi bien piloter pour réussir tout ça. Bon, bah encore une fois, malheureusement, derrière, hein, il a dit que la crevaison allait arriver, tu m'étonnes. Ouais, on n'était pas loin. Hein. Quand on voit la tête de ses pneus, c'était vraiment compliqué. Hein. Il y avait un gros plat sur le pneu avant droit, voire un trou. Et puis, c'était des interslicks, comme on dit. Ils sont intermédiaires extérieurs et slicks au milieu. Enfin, à l'intérieur, pardon, c'est assez compliqué. Bon, encore une fois, hein, je suis vraiment désolé, mais comme d'habitude, bah, on a un Grand Prix où il y a des opportunités, même si finalement ça se voit pas sur le résultat final, mais il y aurait potentiellement des opportunités pour les petites équipes. Et donc chez Alpha, on termine 11 et 12 maintenant, c'est mieux que d'habitude, c'est 14 et 15. Bon bah voilà, 11 et 12 pour Giovinazzi et pour Raikkonen. Je n'ai rien noté sur leur course, donc voilà, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé pour les pilotes Alpha. Voilà, après c'est compliqué quoi, si vous voulez, hein, comme d'habitude, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils finissent pas trop loin des points, au moins c'est déjà bien, ils n'ont pas fait d'erreur, et c'était pas simple pendant tout ce week-end. Daniel Ricciardo 13ème, bon, bah va falloir en parler encore de Ricciardo, hein. Je suis vraiment désolé, je veux pas l'accabler. Alors déjà, lui évidemment, il a fait son arrêt très tôt, c'était pas simple évidemment pour jouer à les gommes jusqu'au bout, mais oui, il y a Monza. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a que Monza, donc va falloir quand même faire autre chose. Il se fait éliminer en Q1 hier, Daniel Ricciardo. Il a juste pas de rythme pour l'instant. Alors, l'avantage vraiment qu'il a, c'est que c'est une saison de transition, c'est la dernière saison avec les monoplaces de l'ère 2017, donc il n'est pas obligé en fait de s'adapter à la voiture puisqu'elle va totalement changer l'an prochain, mais il est toujours en grande difficulté et je m'attends à une fin de saison très compliquée pour Daniel Ricciardo. Mais 2022 peut lui permettre de retrouver son meilleur niveau parce que les voitures vont être très différentes et que ça va être plus compliqué, ça va être plus facile pour lui. Ouais, il est plus proche que d'habitude, oui, mais parce qu'en fait il est plus proche de Norris parce que la McLaren n'est pas super si tu veux, Manu, je pense. Mais voilà, quand même, il se prend quand même cette 10ème, quoi, si tu veux. Donc
ça ne va toujours pas. Et je pense que c'est bête parce qu'on pouvait croire aussi que Monza est un déclic, mais en fait non, je pense que simplement il est juste pas du tout à l'aise dans cette voiture. Monza, c'est un circuit qui gomme le plus aussi les écarts entre pilotes, hein. En général, à Monza, vous avez le classement qui est ordonné par ordre de voiture parce que il y a que quelques virages lents. Finalement, il n'y a pas beaucoup de virages très rapides où le pilote peut faire une différence. Donc ici, quand tu as un circuit qui est plus compliqué, plus tortueux, forcément les différences sont un peu plus marquées. Et là, pour le pauvre Ricciardo, c'est encore très compliqué. Il va rebondir en 2022, je lui souhaite, mais par contre, c'est incroyable, quoi. Là, il était nulle part, et aujourd'hui, voilà, il n'est même pas remonté si bien que ça depuis la dernière place sur la grille. Il part 20ème, il finit 13, oui, mais bon, il y a des Haas qui le dépassent, il y a les Aston, il y a Aston, les Williams. Il y a Alonso qui se retrouve derrière lui avec le tête à queue du départ et la pénalité, donc c'est pas un super grand prix encore de derrière Ricciardo. Yuki Tsunoda termine 14ème, c'est vraiment dommage pour Tsunoda, parce qu'il y a enfin du mieux, quoi. Pour Yuki, en qualif, il va en Q3, il fait un joli début de course, il tient bien Hamilton derrière lui, il tient bien sa position, et puis il fait un tête à queue, c'est terminé. Voilà, c'est dommage, mais ça se joue sur une erreur, et je pense qu'en fait, il était peut-être arrivé, Tsunoda, dans ce week-end avec un état d'esprit un petit peu différent, parce qu'on en avait parlé notamment dans le Grand Prix et dans le Racing Café, deux excellentes émissions, bien sûr. On en parlait, il disait, voilà, parfois c'est un peu plus... J'ai du mal, j'arrive, et on le sentait un peu sur la réserve parce qu'il avait peur de se cracher, parce qu'il se crachait beaucoup. Et donc j'avais l'impression qu'il était peut-être dans un état un petit peu différent, un état d'esprit un peu différent, en arrivant à Istanbul. Et puis il fait son tête à queue en course, et c'est fini. À partir du moment où il fait tête à queue, il se redit, ah, je peux peut-être le refaire, et il a encore roulé peut-être un peu crispé. Et il termine loin, quoi. Donc c'est compliqué. Alors oui, Tommy, il y a du positif, mais moi je pense sincèrement que le tête à queue transforme sa course et transforme surtout son état d'esprit. Et heureusement, il a rien tapé, parce que s'il avait tapé, là vous pouviez tirer un trait sur la fin de saison et ça aurait été un enfer. Donc il faut espérer quand même que ça ira mieux pour lui à Austin, mais voilà, c'était pas simple non plus pour Tsunoda aujourd'hui. Les Williams, je vais vous faire un petit paquet cadeau, hein. 15 et 17 pour Russell et Latifi, voilà, je suis désolé, mais j'ai rien à dire réellement sur ces voitures. On voit que c'est pas que les conditions climatiques en fait qui font qu'elles peuvent bien performer. Quand on voit Russell évidemment qui se qualifie très bien en Belgique et en Russie, je pense que voilà, il y avait aussi un profil de circuit qui marchait pas. Il était très froid en plus, il y avait pas mal de vent, donc bon, c'était vraiment un week-end compliqué. Mais après, Williams peut encore se permettre d'avoir des week-ends absolument sans. C'est par contre à partir de l'an prochain où là vraiment il va falloir peut-être, qui sait, marquer des points à chaque course. C'est possible, hein, peut-être pour Williams, on ne sait pas encore évidemment quelle sera la hiérarchie, mais là il faudra ne plus avoir ce genre de week-end sans. 16ème, écoutez, je pense que c'était largement ce qu'il pouvait faire de mieux. Fernando Alonso, c'est 4 places de mieux que ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Il a largement tiré le maximum de sa voiture. Fernando Alonso, moi je suis, mais j'étais à ça d'éteindre mon PC dès le premier virage avec ce tête à queue et ce contact avec Pierre Gasly, très déçu. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bon, le crash, enfin le contact avec Schumacher n'était pas nécessaire du tout, et là il mérite à 1000% ces 5 secondes de pénalité, mais vraiment, il n'y a aucun souci, donnez-les, hein, il n'y a pas de problème, il les mérite totalement. Voilà, sa course après, il fait ce qu'il peut, il n'y a plus rien eu derrière, mais je pense que c'était pas simple une fois qu'on était anglais dans le trafic aussi sur ce circuit aujourd'hui. C'était pas facile, mais voilà. Bon, c'est vraiment dommage parce qu'il fait une très belle qualif, il part 5ème, et il se qualifie 6ème, il part 5ème, et puis voilà, malheureusement Alonso qui aura connu un week-end sans. On pouvait commencer, vous voyez les conditions et tout, on pouvait se dire qu'il pouvait peut-être faire son podium, malheureusement ça aurait été très loin. Sébastien Vettel qui termine 18ème, là le pauvre. Alors faut remettre l'église au milieu du village, je l'ai un peu fait sur Twitter. Il se met mal, c'est la casquette de la mauvaise foi, la fameuse casquette Kimoa numéro 66 Fernando Alonso Indy 500 2019. C'est la casquette de la mauvaise foi, faut suivre nos différentes émissions, on la voit très régulièrement maintenant cette casquette de la mauvaise foi quand je dois parler de Fernando Alonso en termes plus qu'élogieux. Il faut toujours mettre une petite casquette de la mauvaise foi. Bon, Vettel, alors, on va remettre l'église justement au milieu du village parce que moi, ça m'a énervé. Alors, il y a eu tout ce débat autour du Grand Prix de Russie. Alors oui, mais Norris, on aurait dû dire ça a été, machin, c'est l'équipe qui choisit, c'est le pire qui choisit, patati patata. Il y a eu tout ce débat. Et forcément, comme il y a eu tout ça, aujourd'hui, Vettel part en médium, et là, tout le monde dit, Aston Martin, c'est des bigleux, mais ils sont complètement débiles, mais nanani, mais nanana. Bon. Je suis directement allé sur F1 TV, j'ai écouté les communications radio. La communication de l'ingénieur de Vettel est très claire, c'est on pense s'arrêter, we are thinking about pitting. Qu'est-ce que tu penses? Alors, il dit pas, on va te mettre. Il dit, qu'est-ce que tu penses des des soft, slick? Parce qu'au début, il dit hard, mais il se trompe en fait, mais c'est lui, il propose donc, il dit, qu'est-ce que tu penses, Sébastien, des pneus soft et de passer les slick maintenant?
Vettel répond, c'est important, Vettel répond, médium, allons-y, lançons les dés et tentons le coup. Donc c'est Vettel qui choisit ses pneus. C'est Vettel qui prend la décision de partir en slick, et c'est Vettel qui roule de manière absolument terrible parce que la piste est évidemment pas prête. Mais donc ici, faut vraiment pas tout de suite taper sur l'équipe ou ça tant qu'on n'a pas tous les éléments. Et ici, c'est normal que ce soit le pilote qui choisisse parce que en Russie, on était dans une situation où il y avait un radar météo qui disait si ça pleuvait ou si ça pleuvait pas. Donc l'équipe, c'est elle qui devait anticiper ça parce que le pilote n'a pas cette information. Ici, bon, ça bruinait, mais la piste était en amélioration constante. On voyait qu'il ne pleuvrait plus pendant le Grand Prix. À ce moment-là, c'est le pilote qui sait ce qui se passe sur le bitume. C'est pas l'équipe. Donc c'est à lui. Et Vettel avait ce sentiment de dire allez, ça peut passer pour les slicks. Alors ce que je pense véritablement, c'était on est loin, on n'a rien à perdre, essayons de gagner un petit peu avec un coup de poker. Si ça se trouve, dans 3 tours, la piste est parfaite pour les slicks, tout le monde s'arrête et on aura repris 15 secondes. Ça n'a pas marché, mais c'est bien le pilote ici qui a décidé. Et puis 19 et 20e, eh bien les deux As, Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Mazepin s'est encore démarqué en ne laissant passer personne et en manquant de percuter Lewis Hamilton. Mais voilà, il termine à 2 tours. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise sur les As? Au moins, ils ont terminé. Et il faut le dire, c'est quand même très fort, parce que dans des conditions pas faciles, sur une piste humide, glissante, tous les pilotes qui ont pris le départ ont terminé ce Grand Prix, donc bravo véritablement aux 20 pilotes engagés dans ce Grand Prix de Turquie 2021, remporté donc par Valtteri Bottas au niveau du championnat du monde des pilotes. C'est donc Max Verstappen maintenant qui reprend la tête du championnat avec 262 points et demi devant Lewis Hamilton qui en a 256 et demi. Attention, Valtteri Bottas revient, il a 177 points maintenant. Qui sait, la remontada de Bottas, elle est partie. La Bottasada. Lando Norris est 4ème devant Sergio Perez, Carlos Sainz 6ème devant Charles Leclerc, Daniel Ricciardo 8ème devant Pierre Gasly et Fernando Alonso au niveau des pilotes et au niveau du championnat du monde des constructeurs. Mercedes est en tête avec 433 points et demi, Red Bull en a 397 et demi, donc il y a quand même 36 points d'écart. C'est un écart qui est relativement conséquent, mais qui n'est pas, bien sûr, qu'on peut toujours effacer avant la fin de cette saison. McLaren est 3ème avec 240 points, Ferrari 232 et demi. Donc c'est encore très serré, 7 points et demi seulement entre les deux équipes. Alpine est 5ème avec 104 points, AlphaTauri en a 92, donc il y a 12 points d'écart. Aston Martin est 7ème avec 61 points, c'est sûrement là qu'ils termineront la saison. Williams 8ème avec 23 points, c'est sûrement là qu'ils termineront la saison. Alfa Romeo 9ème avec 7 points, c'est sûrement là qu'ils termineront la saison. Et As 10ème avec 0 points. Vous connaissez maintenant la chanson, bien sûr. Devil qui nous demande, tiens, est-ce que Sauber acheté par Andretti, oui ou non? Eh bien, ça, je n'y répondrai pas maintenant car nous sommes dans un débriefing, et nous terminons ce débriefing très précis du Grand Prix de Turquie. Par contre, je vous invite à venir mardi à partir de 20h30 sur cette même chaîne Twitch et sur le site nextgenauto.com, puisqu'il y aura l'émission Grand Prix qui reviendra de nouveau sur ce Grand Prix de Turquie, mais qui parlera aussi de toutes les rumeurs et de tout ce qui se passe dans le paddock actuellement de la Formule 1, histoire de vous parler vraiment de ce qui se passe réellement. Dans le paddock, on aura un invité très spécial et qu'on est heureux de retrouver, puisque Julien Febvreau nous fera le plaisir de venir avec nous justement mardi pour débriefer ce Grand Prix de Turquie, pour parler justement notamment de cette rumeur du rachat de Sauber par Andretti et encore de beaucoup d'autres choses, du plateau 2022, du calendrier, bref, de pas mal de belles choses. Donc on se retrouve mardi à 20h30 avec Julien Febvreau pour Grand Prix, jeudi 20h30 dans le Racing Café aussi, on reviendra notamment sur ce Grand Prix de Turquie de Formule 1. Et puis voilà, merci YouTube, on va couper dans pas très longtemps pour vous, mais surtout si vous êtes là sur Twitch, restez maintenant parce que on va continuer ensemble, on met juste quelques petits jingles et ensuite on va se retrouver sur F1 2021. Ce sera du pilotage moins impressionnant que ce qu'on a vu aujourd'hui, très clairement. Victoire de Valtteri Bottas à ce Grand Prix de Turquie. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao, aux autres, on reste ensemble, ciao ciao.